Salut à tous, c'est Cyril Morin. Bonjour, c'est Glenn Cellier. On est mercredi 4 janvier 2023. C'est le grand retour de mercredi mercato en cette nouvelle année. À tous nos auditeurs, bonne année, Eh tout oui, simplement. Tous nos vœux de bonheur. Beaucoup de millions dépensés par votre équipe au mercato. En tout cas, on espère des bons coups pour vous et votre équipe. Et de belles rumeurs. Et de belles rumeurs aussi, Ouais, puisque ça de toute excite façon, vous le savez, mercredi mercato vous accompagnera toute l'année 2023. Alors, les modalités, voilà, les modalités vont changer en 2023. Mercredi Mercato sera présent donc au mois de janvier et sera de retour à partir du mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et entre-temps, ce sera Tour d'Europe qui reviendra dès le début du mois de février et qui ira grosso modo jusqu'à la fin de la Ligue des Champions. Exactement. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Glenn, pour cette première de l'année ? On a un beau petit menu qui, j'espère, va vous régaler. La première info sur laquelle on va se pencher, c'est sur N'Golo Kanté au Barça. Et on va se poser une question. Est-ce que N'Golo Kanté doit céder aux sirènes du Barça ? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable, de concret ou pas ? On enchaînera ensuite avec la première grosse arrivée en Ligue 1 cet hiver, la signature de Dejan Lovren du côté de Lyon, avec une question toute simple. Est-ce que l'Olympique lyonnais travaille bien sur le marché des transferts ? C'est quelque chose qui va nous exciter. Et enfin, le dernier sujet, ce sera sur Chelsea. On l'a vu, Chelsea s'anime beaucoup. On parle de 167 millions d'euros mis sur Fernandez et Badiachil. Et en gros, on va se poser une question, à quoi jouent les Blues, tout simplement ? Voilà, vous connaissez le petit topo. Mercredi Mercato est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Il suffit de vous abonner à la chaîne Eurosport FC. En bonus, vous aurez également le FC Stream Team qui sera de retour dès vendredi avec Martin Mosny et Maxime Dupuis. Et nous, on va commencer avec notre premier On a oublié sujet. un petit truc, évidemment, à la fin du... Évidemment, à la oui, fin, mais moi, en fait, j'en ai tellement peur. J'en ai tellement peur que j'oublie de l'annoncer. Il ne faut pas en avoir peur. Ah si, Quentin Guichard, évidemment, notre graphiste qui sera là pour le fameux désormais Merca Quiz. Et on espère évidemment débuter l'année avec une victoire de mon côté. Ce serait mieux pour mon retour. Oui, quand même. Ce serait pas mal. Gênant, je compte sur toi, Cyril. Allez, on démarre cette émission avec N'Golo Kanté. N'Golo Kanté pisté par le Barça, faut-il y croire ? C'est en tout cas ce que nous apprend la presse catalane ces derniers jours avec des discussions concernant l'arrivée de N'Golo Kanté à l'été 2023. Pourquoi ? Parce que Kanté est en fin de contrat en juin prochain. Il n'a toujours pas prolongé avec Chelsea. Ça fait plusieurs mois que ça dure, que les négociations avancent puis reculent. Et donc, le Barça s'est invité dans le dossier. Des discussions ont déjà eu lieu. La première question, est-ce que Kanté au Barça, il faut y croire, Glenn ? Alors, je pense qu'il faut y croire. Je pense que les discussions sont réelles et je comprends l'envie du Barça. On le sait depuis maintenant quelques mois, le Barça se penche beaucoup sur les joueurs en fin de contrat. Évidemment, parce qu'on sait la situation économique du FC Barcelone est catastrophique et que pour, évidemment, les joueurs en fin de contrat représentent de belles opportunités. Et pour le moment, ils ont plutôt été intelligent, j'allais dire, le Barça là-dessus. Et c'est sûr qu'un joueur comme N'Golo Kanté, qui est champion du monde, qui a été champion du monde, qui ne l'est plus malheureusement, et qui évidemment a son CV, on connaît son impact avec Chelsea quand il est là. Je comprends, je pense que c'est quelque chose de logique de voir le Barça se positionner sur lui. Après, là où j'ai plus de mal, on le sait, c'est par rapport à évidemment son parcours récent, j'allais dire, à N'Golo Kanté, parce qu'il est très souvent blessé et qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes sur son cas, même si le Barça a besoin d'un joueur pour prendre la succession de Sergio Busquets et qui représente pour moi le joueur, le candidat un peu idéal. J'ai quand même pas mal de doutes sur son physique. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui fait tiquer Xavi. Ouais, on s'est amusé à retracer depuis août 2019. Il a raté 83 matchs avec Chelsea, N'Golo Kanté. Cette saison, on ne l'a presque pas vu. Il a joué 2 matchs de Première Ligue. Voilà, c'est ça. Et Graham Potter, qui est le nouvel entraîneur de Chelsea, n'a pas encore eu le loisir de l'aligner en match professionnel. Est-ce qu'il faut y croire ? Pour moi, c'est plus une rumeur d'agence, c'est-à-dire que, c'est une rumeur de bon sens, c'est-à-dire qu'on est à 6 mois de la fin de son contrat. Évidemment qu'un joueur comme N'Golo Kanté, qui est dans une impasse contractuelle, intéresse le FC Barcelone. En revanche, j'ai beaucoup de mal à croire que Xavi veuille vraiment s'appuyer sur lui. Tu parlais de remplaçant idéal de Busquets. À mes yeux, il est déjà dans l'effectif du FC Barcelone avec De Jong. Et surtout, on le sait, Xavi, lui, il pense à d'autres
joueurs pour ce poste-là. Il y a Jorginho qui a été Ouais. cité, Ruben Neves aussi, le joueur de Wolverhampton, mais il y a surtout Zubimendi Zubimendi, ouais. qui est à la Real Sociedad et qui ressemble peut-être à le souhait numéro 1 de Xavi pour l'été prochain, même si la clause libératoire de 60 millions d'euros va poser problème. Voilà, moi j'ai du mal à croire à ce possible transfert de Kanté vers le FC Barcelone, pour une raison toute simple aussi, c'est que lui, il est plutôt enclin à rester à Chelsea. On le sait, il était au moment du départ de Roman Abramovich, il avait réussi à trouver un accord avec la direction des Blues pour une prolongation de contrat. Le problème, c'est que Boehly est arrivé et a un petit peu changé les règles du jeu en lui proposant un contrat 2 ans plus une année en option, ce qui lui posait un petit peu problème à N'Golo Kanté. The Athletic nous apprend ces dernières heures que finalement les discussions ont repris, qu'elles avancent dans le bon sens et que a priori N'Golo Kanté, son futur s'inscrit davantage à Chelsea où il est depuis 2016 quand même. Oui, c'est ça, et qui est un joueur cadre de Chelsea, où il était bien, où il se sent bien, et c'est vrai qu'il y a peut-être un nouveau projet qui est en train de se mettre en place à Chelsea, et avoir N'Golo Kanté pour mettre en place ce projet peut être intéressant, même si on reviendra sur le nouveau projet de Chelsea plus tard, et qu'on a peut-être quelques doutes à avoir là-dessus. C'est vrai que, c'est vrai que je suis, pardon, excusez-moi, je suis totalement d'accord que ça paraît. Je pense que la tendance est quand même plus qu'il reste à Chelsea qu'il aille vers le Barça. Mais c'est vrai que sur le fond, c'est typiquement le genre de joueur, c'est ce que tu disais, en ce moment on le sait, avec tout ce qui se passe au FC Barcelone en ce moment sur les joueurs en fin de contrat, c'est évident, logique de voir des rumeurs alors qu'il arrive à 6 mois de la fin de contrat, de le voir annoncé du côté du FC Barcelone. Et un joueur comme N'Golo Kanté, bah, ça peut intéresser. On sait aussi, son nom a circulé au PSG, là c'est pareil, Ouais. j'y crois pas vraiment. J'ai plus, j'ai plus de doutes. Et c'est ce que tu dis, je pense que pour Xavi, il y a des profils qui sont plus sexy sur le papier pour améliorer son 11 à l'heure actuelle que N'Golo Kanté, même si N'Golo Kanté, au sommet de sa forme, évidemment, c'est plus du tout la même histoire. Bien sûr, mais paradoxalement, son profil n'est pas complètement compatible avec, Avec le jeu de Barça. le jeu du FC Barcelone, sûr. même si le jeu du Barça a beaucoup changé. C'est le joueur ultime de transition, Ouais. N'Golo Kanté. C'est pas exactement comme ça qu'on joue en Espagne et qu'on joue au Barça. Donc pour moi aussi, c'est une petite limite. Au fond, la vraie priorité pour Kanté, avant de parler de contrat, c'est de parler de terrain, c'est d'essayer de retrouver une certaine continuité dans ses performances, une continuité tout court pour jouer et pour mettre un petit peu derrière lui cette série noire de blessures. On va surveiller son cas, on va surveiller l'évolution de ce dossier, évidemment. Ce qui sera intéressant de voir, c'est quand Chelsea va réussir à peut-être aller au bout de ses négociations, parce qu'en gros, son retour est annoncé en février. Et évidemment, N'Golo Kanté n'est pas forcément en position de force, même s'il est en fin de contrat, vu son parcours récent, ses dernières déboires physiques. Et du coup, ce sera intéressant de voir comment la nouvelle direction de Chelsea arrive à gérer ce cas Kanté, qui est quand même un cas un peu crucial aussi pour eux, parce que ce serait un message fort envoyé à leurs supporters s'ils arrivent à garder N'Golo Kanté. Il faut aussi se souvenir d'une petite chose concernant N'Golo Kanté. Au moment où son nom circulait beaucoup du côté du Paris Saint-Germain, on avait compris que ses anciennes relations en France l'empêchaient un petit peu de revenir dans l'Hexagone. Voilà, c'est pas un joueur qui va aller au clash, premièrement. Non. C'est pas un joueur qui va chercher à tout prix à partir. Il est heureux à Chelsea, il est heureux en Première Ligue. Donc son avenir s'inscrit davantage là-bas qu'en Catalogne. Bon, on a fait le tour, j'ai l'impression. On a fait le tour sur notre ami N'Golo Kanté. On va se lancer sur le deuxième sujet, un sujet qui tient à cœur à beaucoup de fans de Ligue 1. On va se pencher sur Lyon et en gros sur le mercato de l'Olympique Lyonnais, le mercato depuis cet été notamment et qui continue cet hiver parce qu'on le sait, ils ont recruté Dejan Lovren pour à peu près 2 millions d'euros. Une recrue, j'allais dire, qui s'inscrit dans ce que Lyon fait depuis quelques mois maintenant et qui est plutôt pour moi une recrue intéressante parce qu'on connaît l'expérience de l'international croate, on sait ce qu'il a fait depuis son départ de Ligue 1 entre Liverpool et le Zénith Saint-Pétersbourg et évidemment avec la Croatie en sélection. C'est le genre de joueur qui peut rendre de bons services, je pense, à Lyon dans les prochains mois. Ça, c'est indéniable, vu les carences défensives lyonnaises, quand on sait que Lyon se cherche un patron de défense depuis des années, que Anderson a failli à la tâche, que Boateng a failli à la tâche, que Denayer n'a pas eu l'impact nécessaire. En fait, quand on regarde sur les 5 dernières années, le défenseur central le plus régulier de Lyon, c'est Castello Luqueba. Donc ça vous dit à quel point le recrutement lyonnais dans ce domaine-là a été déficient. Lovren, il va apporter beaucoup de choses, beaucoup de caractère, beaucoup d'expérience. Donc sur le court terme, c'est une bonne idée. Moi, ce qui m'interpelle simplement, c'est que la cellule de recrutement lyonnaise, finalement, fait un travail qui est très lisible,
mais j'ai envie de dire presque très facile. C'est des joueurs qui sont assez faciles à repérer. Et d'ailleurs, si vous reprenez la liste sortie par l'équipe au moment du choix de Lovren, il y avait 3 joueurs. Il y avait Lovren, Sungunyu de Leicester et Djikou de Strasbourg. Ces 3 joueurs qui ont un point commun, c'est qu'ils étaient en fin de contrat en juin 2023, donc une indemnité faible. Pour 2 d'entre eux, entre Lovren et Djikou, ils connaissaient la Ligue 1. Ouais. Voilà, donc les critères sont assez faciles à identifier. Et je trouve que ça commence à poser un petit peu problème si on regarde depuis le départ de Juninho, grosso modo, et la prise de pouvoir du tandem Chérou-Ponceau à la direction sportive. Toutes les recrues lyonnaises répondent à ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune prise de risque. C'est que des profils qui sont faciles à scouter, faciles à recruter, et au fond, il n'y a plus beaucoup d'audace dans ce recrutement lyonnais. On va vous faire la liste ici. Fèvre recruté pour 15 millions d'euros. On en reparlera. Ouais. C'est peut-être pour l'instant la plus grosse déception. Ndombele qui vient pallier le départ de Guimarães pour un prêt sans option d'achat. Donc là, Lyon n'est gagnant nulle part. Et en plus, Ndombele a été décevant. Tété qui est une bonne pioche, mais qui vient aussi lui aussi pour l'instant 2 prêts consécutifs sans option d'achat. Qui vient parce qu'il y a une opportunité de marché due au conflit en Ukraine. Le Penant, recruté. Le Penant, il est recruté à Caen en Ligue 2. On peut se dire que c'est du travail de scouting. Oui, mais au fond, il était déjà connu sur toutes les tablettes des clubs de Ligue 1. Tagliafico, son contrat s'est arrêté en 2023. Donc là aussi, c'est davantage une opportunité de marché qu'une vraie recherche scouting. Et après, il y a Koumbedi qui est un peu la révélation des derniers matchs à Lyon, mais qui est très très jeune encore. Et puis évidemment, Lacazette, Tolisso, Lovren qui s'inscrivent dans cette stratégie de faire revenir des gens qui connaissent le club. Le fameux retour à l'ADN OL. Qui est pour l'instant pas visible en tout cas. Non, qui a du mal à prendre. Mais alors, c'est vrai que pour moi, de toute manière, c'est l'un des défauts, j'allais dire, du recrutement lyonnais. C'est d'avoir perdu aussi Florian Maurice, qui est parti à Rennes. On sait, quand on voit le travail qu'il a fait à Rennes ces dernières années, on voit en effet tout l'impact qu'il pouvait avoir sur le mercato lyonnais. C'est évidemment une perte cruciale. Pour le moment, je trouve que ce que fait Bruno Chéroux et peut-être pas forcément à la hauteur de ce que faisait Maurice. On sait que Florian Maurice avait un réseau de scouting, avait une connaissance assez colossale et qui a été déterminante. C'est sûr que pour le moment, ça se paye et que l'effectif pour le moment lyonnais est un peu amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, malgré ce retour de l'ADN OL, ce qui pour moi était plutôt une belle chose, une bonne manière de communiquer, en tout cas de relancer quelque chose, un projet, parce qu'on sait le projet lyonnais était un peu dans le flou avec cette 8e place de l'année passée, cette saison sans Coupe d'Europe. Pour relancer ça, c'était... Je comprenais l'idée. Pour le moment, ça prend pas. L'effectif est assez amorphe malgré l'arrivée de Laurent Blanc. C'est toujours pas ça. Et du coup, ce qui va être intéressant de voir aussi, parce que c'est ce que tu disais, pour le moment, c'est des opportunités de marché ce qu'ils ont fait. Le seul vrai moment où ils ont pris un risque, c'est de mettre les 15 millions sur Romain Fèvre, qui pour moi, pour le moment, est plutôt un échec. Et là encore, le travail de scouting pour avoir Romain Fèvre qui brillait à Brest, il suffit de regarder la Ligue 1 chaque week-end pour connaître ce joueur. Donc là aussi, on n'est pas sur des trouvailles à la Longoria. Voilà. Si on fait un petit peu la comparaison, peut-être que l'OM est dans un excès inverse, à savoir d'aller chercher trop loin, trop de pistes exotiques avec des montages financiers bien trop complexes pour durer sur le mercato. Mais Lyon, c'est l'extrême opposé. Et je comprends que ce soit, premièrement, il faut le reconnaître, c'est aussi peut-être le seul moyen d'attirer de tels joueurs, c'est appuyer sur cette fibre-là, de connaître le club, son environnement. Lacazette, Tolisso, Lovren, ils ne doivent jamais être à Lyon, alors que Lyon est 8e, que Lyon n'a toujours pas de Ligue des Champions, ça, c'est et que Lyon en est très très loin. Pardon. Quand je dis c'est la patola, c'est grâce à... Oui. C'est c'est la relation qu'il entretient avec ses joueurs. En revanche, tous ces joueurs-là, à qui on a donné des contrats longs, Lacazette, Tolisso, Lovren, on peut même mettre Thiago Mendes qui a prolongé l'été dernier, c'est des contrats longs, chers, avec des grosses primes, et qui vont durer jusqu'à quasiment la fin de carrière de ces joueurs-là. À la fin de son contrat, Lacazette aura 34 ans, Tolisso 33, Lovren 35, Thiago Mendes en aura que 32, mais pour revendre Thiago Mendes, il y a assez peu de chance. Donc voilà, moi, sur le long terme, c'est un peu risqué. Et il y a autre chose qui m'interpelle, c'est qu'au fond, c'est dans la période où Lyon a changé d'air, est censé changer d'air, que Lyon devient le plus conservateur. On a l'impression qu'ils prennent ces joueurs-là parce qu'ils savent où ils vont avec eux. C'est pas
suffisant, mais au moins il y a quelque chose de minimal quand on prend ces joueurs-là. On sait que Lacazette, il va mettre 15 buts. On sait que Tolisso, ça reste un joueur au-dessus de la moyenne Parce que quand il n'est pas blessé, en c'est un Ligue 1, super exactement. joueur. Donc, voilà, la prise de risque, elle est très limitée. Mais quand on regarde les réussites récentes de Lyon sur le marché des transferts, et il n'y en a plus tant que ça, c'est deux noms. C'est Lucas Paqueta, c'est Bruno Guimaraes. C'est Juninho qui les a amenés. Il a fait beaucoup d'autres mauvaises choses, Juninho. Clairement. Mais au moins, Juninho, quand il prend Paqueta et quand il prend Guimaraes, c'est une vraie prise de risque. Qui dit prise de risque dit soit gros échec, soit haute plus-value. C'est le jeu. Voilà. Jusqu'à présent, les deux derniers exemples en date, Paqueta, Guimaraes, c'est surtout de la haute plus-value et sportive et économique. Et Lyon, avec les recrutements actuels, n'est plus du tout dans ce schéma. Après, ce qui va être intéressant et ce qu'il va falloir voir, parce que tu dis que, tu le dis à juste titre d'ailleurs, que c'est vrai que c'est une époque où en plus Lyon est en train de changer d'air. C'est-à-dire qu'évidemment, après, depuis 87, je crois, avec Aulas, évidemment, il y a un changement qui se met en place là avec l'arrivée de John Textor à la tête du club. Forcément, c'est là où ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, c'est-à-dire à ce mercato-là, parce qu'on sait que le Lyon a déjà des moyens sur le mercato grâce à l'arrivée de la holding de Textor. Et c'est là où moi je pense, j'attends de voir un peu ce que Lyon va faire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un peu plus d'argent parce que les derniers mercatos aussi sont dans une période où Lyon a peut-être un peu moins les moyens et a moins les moyens de dépenser. Donc, parce qu'on l'a vu, il y a peu de dépenses à part les 15 millions finalement sur Faible, les 4 millions sur le Penant, c'est pas énorme. Il y a des dépenses salariales. Il y a des dépenses salariales. Et c'est là où je trouve que c'est une prise de risque qui est peut-être un peu trop, parce que je comprends la logique d'aller chercher les joueurs dont tu parlais tout à l'heure, les anciens de l'OL, mais c'est une prise de risque sur le long terme parce qu'en plus, c'est des joueurs qui peuvent être souvent blessés. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir assumer leurs salaires qui sont importants pour Lyon pendant plusieurs années derrière. Mais j'attends de voir, là, et peut-être l'été prochain, ce que l'impact de Textor va apporter. Et c'est peut-être à ce moment-là où je vais attendre de voir où Lyon va aller se placer, quels joueurs ils vont aller essayer de recruter et d'essayer de retrouver ce qu'on a connu avec Lyon il y a des années, c'est-à-dire quand ils allaient chercher des joueurs, ce que tu disais, peut-être au Brésil ou des choses comme ça, où ils prenaient des risques, mais des risques aussi assumés, parce qu'évidemment, il y avait tout le scouting derrière, qui pour moi, et pour le moment, un scouting, c'est un peu... où je suis un peu mitigé sur les résultats du scouting lyonnais, parce que c'est du scouting de Ligue 1, j'allais dire. Ouais, mais il faut savoir que Jean-Michel Aulas, ça fait des années que la cellule de recrutement à Lyon, c'est pas une de ses premières préoccupations. Déjà, Juninho, quand il était arrivé, il avait pointé cette carence-là. Et voilà, Aulas, il a beaucoup de qualités, mais il a mal saisi ce virage-là qui est aujourd'hui... est devenu crucial dans le mercato, et Lyon a énormément de retard dans le domaine. Alors depuis que Chéroux est arrivé, la cellule de recrutement s'est étoffée en quantité, en qualité on demande encore à voir. Je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on jugera l'été prochain le vrai apport de Textor, sachant que Textor, quand il va venir, il va aussi peut-être vouloir avoir une mainmise ou avoir au moins des hommes à lui dans ce secteur clé. Mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup à de la temporisation en fait. On a l'impression que voilà, Lyon sauve ce qui peut l'être. On prend des choses qui rassurent. Pas de prise de risque maintenant démesurée parce qu'on n'a pas envie que ce soit la prochaine direction qui paye ces prises de risque-là. Et donc, on assure ses arrières en attendant de voir s'il y aura des jours meilleurs. Jusqu'à la cession du club, c'était assez logique ça. Et Aulas l'a répété encore d'ailleurs après la vente du club, qu'ils étaient quand même dans une logique de bonne gestion à Lyon, et on le ressent. Et du coup, même si on peut comprendre cette logique, il est temps peut-être de sortir de ça pour que le sportif se remette au niveau attendu. On va terminer ce mercredi mercato avec un autre club qui a fait sa révolution. Elle est bien plus avancée que celle de l'Olympique lyonnais. C'est Chelsea. Pourquoi Chelsea ? Parce que les Blues sont les principaux animateurs de ce début de mercato, avec deux noms tout proches de s'engager à Londres. Enzo Fernandez, la révélation du mondial avec l'Argentine, qui devrait s'engager d'ici peu avec les Blues. 127 millions d'euros. Pourquoi ce prix-là ? Parce qu'il avait une clause libératoire de 120 millions d'euros, mais que les Blues ont préféré négocier un transfert payable en 3 fois à 127 millions d'euros avec Benfica, sachant que River Plate va récupérer un gros pourcentage de cette somme-là. Et Benoît Badiachil, défenseur que vous connaissez bien de Monaco, pour près de 40 millions d'euros. On va se poser une question parce que finalement, sur ces deux transferts-là, Chelsea va dépenser 167 millions d'euros. À quoi joue Chelsea, Glenn ? Surtout que tu dis 167 millions d'euros, mais ça vient, et c'est sûrement pas fini d'ailleurs, et ça vient après un été déjà où Chelsea s'est beaucoup activé. Presque 300 millions d'euros. 300 millions avec 80 millions pour rappel sur Fofana, 65 sur Cucurella,
52 sur Sterling ou encore 38 sur Koulibaly. Donc c'est vrai que c'est un peu surprenant, surtout quand on sait qu'ils ont déjà mis 80 millions sur 80 millions sur Fofana en défense centrale, 38 sur Koulibaly en défense centrale, qui rachètent encore cet hiver Badiachil sur 40 millions. Je trouve que c'est étonnant. Je pense que les Blues ne savent pas trop où ils vont en général, et pour une raison assez simple, pour moi, c'est peut-être l'erreur cruciale, majeure, j'allais dire, de Todd Boehly depuis son arrivée, c'est qu'il a voulu faire sa révolution à la tête du club, et très vite. C'est-à-dire qu'il a très vite dégagé un peu tous les têtes pensantes de l'ancien projet de Chelsea. Je pense notamment, évidemment, à Petr Cech ou encore Bruce Buck, mais surtout à Marina Granovskaya, qui était en gros, si vous voulez, la responsable sportive sous l'ère Abramovich, celle qui prenait beaucoup de décisions, qui avait un énorme réseau dans le monde du football. Et en fait, très vite, Todd Boehly s'est séparé d'elle et s'est séparé de beaucoup de joueurs, beaucoup de cadres du board de Chelsea. Et je pense qu'à l'heure actuelle, c'est ce qui se paye, et c'est aussi pour ça qu'ils tâtonnent sur le marché des transferts. Alors bien sûr, depuis, ils ont essayé de refaire leur staff. Ils ont essayé de recruter pas mal de joueurs pour compenser, pas mal de joueurs de staff pour compenser ça. Je pense notamment à Christopher Vivel qui est arrivé, on sait, l'ancien de Leipzig, qui est arrivé il y a 2 semaines, mais justement c'était uniquement il y a 2 semaines, et ça change. Je pense que voilà, ils savent pas trop encore où ils vont. Boehly veut un peu imposer sa patte, faire marquer son territoire en arrivant dans le monde du football, sauf qu'il y connaît pas forcément grand chose dans le monde du football, et je pense qu'il avait besoin d'être épaulé. Alors peut-être qu'il a réussi à le faire justement avec l'arrivée notamment de Christopher Vivel. Je pense que ça peut l'aider, mais peut-être que là, c'est peut-être toutes ces dépenses depuis cet été s'expliquent aussi par ce tâtonnement, j'allais dire, à la tête de Chelsea. Depuis qu'il est là, il y a eu 460 millions d'euros dépensés si on met Fernandez et Badiachil dans le lot. Et moi, je ne vois aucun top joueur européen, aucun joueur à même de faire franchir un cap à Chelsea. Peut-être que les 2 recrues les plus convaincantes, c'est Sterling et Koulibaly, de par leur expérience en Ligue des Champions et en Première Ligue. Le reste, c'est beaucoup de paris, des paris très chers. Donc moi, j'ai un peu de mal à voir où va le projet de Chelsea. Peut-être qu'avec l'arrivée de Vivel, tu le disais, on se rapproche davantage d'un projet à la sauce Liverpool, auquel il faut peut-être rappeler que Christopher Nkunku est très proche des Blues aussi pour l'été prochain. Le souci, c'est que c'est un projet qui demande beaucoup de temps. C'est un projet, si vous vous souvenez de là où part le Liverpool de Jürgen Klopp, c'est un projet qui réclame de la patience. Je ne sais pas si Todd Boehly aura cette patience-là, vu l'investissement qu'il a fait pour racheter le club de Chelsea. Et surtout, le projet Liverpool, ça marche parce que y a eu du très bon travail fait en amont, il y a eu de la patience, et ça correspondait aussi peut-être un petit peu plus à l'ADN du club. À Chelsea, depuis le rachat d'Abramovich en 2003, ça n'a jamais été un club de projet. Non. Si vous regardez le règne le plus long en tant qu'entraîneur du côté de Chelsea, ça a été José Mourinho. Mais les figures marquantes à Chelsea ces dernières années, c'est José Mourinho, c'est Antonio Conte. C'est pas des coachs qui sont là pour s'installer sur la durée. Alors on pensait que Thomas Tuchel pouvait correspondre à ce besoin-là, même si on sait que et à Dortmund et au Paris Saint-Germain, ça n'a pas duré forcément des années, mais on se disait que peut-être il avait trouvé le bon environnement pour s'installer durablement. Ça ne l'a pas fait avec Boehly, et donc il a dû plier bagage. Donc moi, j'ai un peu de mal à voir l'ambition, à voir où va Chelsea, et surtout à comprendre le sens de tous ces investissements-là, parce qu'encore une fois, mettre 127 millions d'euros sur Enzo Fernandez cet hiver, c'est un super joueur, très bien. Oui. Est-ce que c'est un joueur qui va transfigurer la saison des Blues? J'en suis pas sûr. Et des matchs que j'ai vus depuis l'arrivée de Graham Potter, on le sent en difficulté sur le fait de pouvoir imposer la patte qu'on a vu qui était si séduisante du côté de Brighton, mais qu'on ne retrouve absolument pas jusqu'à présent. Donc l'effectif, il est constitué un peu n'importe comment. Voilà, Aubameyang, moi j'ai toujours du mal à comprendre comment il a fait pour atterrir là. Et surtout, cette équipe, à mes yeux, quand on voit ce qui se passe en Première Ligue, elle n'est pas suffisamment compétitive pour le top 3, mais même pour le top 4, ça devient compliqué. Et quand je vois comment travaille cette saison Manchester United, je trouve ça beaucoup plus cohérent, et on voit beaucoup plus où vont les Mancuniens
Ce qui n'était pas le Et cas. pourtant, ouais, ouais, c'était voilà. pas, ça Qui partait de reviennent loin. aussi, Ouais. eux, de très loin, alors que Chelsea, j'ai encore du mal à voir où va le nouveau projet. Non, je suis totalement d'accord. C'est vrai que j'ai du mal à percevoir où ils veulent aller ou comment ils vont le faire pour y arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment un tâtonnement. Là, par exemple, j'attendais peut-être un peu plus un attaquant de pointe. Alors, bien sûr, ils ont recruté, j'ai oublié son nom, mais le jeune de Molde, l'attaquant. Ouais, Fofana, mais c'est pas Fofana, du mais tout. bon, c'est pas lui qui va changer la donne. Leur meilleur buteur, c'est Havertz et Sterling qui sont à 4-5 buts là à l'heure actuelle. Quand on voit ce qui se passe en Première Ligue en ce moment avec des grands buteurs qui portent leurs équipes, je suis surpris qu'ils ne se soient pas activés de ce côté-là aussi cet hiver. C'est ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est un puzzle. Ils mettent des pièces à droite à gauche, mais sans vraiment que tout soit bien réfléchi. Même Christopher Nkunku, qui est un joueur fantastique et qui brille en Bundesliga, qui est peut-être le meilleur joueur de Bundesliga aujourd'hui. Est-ce que Christopher Nkunku est un joueur à même de faire passer un cap et un palier à cette équipe de Chelsea ? Moi, j'en suis pas sûr. Il va découvrir aussi un nouveau championnat. Il va falloir qu'il s'adapte. Voilà, on n'est plus du tout sur... peut-être que Chelsea a été refroidi par la mauvaise expérience Lukaku, parce que là, pour le coup, on pensait que c'était l'addition parfaite à un collectif magnifique sous Thomas Tuchel et qu'il allait réussir à marquer. Mais là, on est presque dans l'excès inverse de prendre beaucoup de joueurs moyens, payés très très cher, moyens ou talentueux, avec beaucoup de potentiel, mais qui ne sont pas encore tout à fait mûrs pour le très haut niveau et qui ne sont pas encore des références à leur poste. Donc voilà, je ne demande qu'à voir, honnêtement, mais pour les premiers pas, c'est plutôt hésitant. Oui, je suis assez d'accord. Et par exemple, juste pour finir là-dessus, l'exemple de Fernandez, c'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a l'emballement de la Coupe du Monde. Il fait une Coupe du Monde fantastique. C'est un très très bon joueur. Mais bizarrement, ça ne me surprend pas trop que ce soit Todd Boehly et Chelsea qui aillent Il a le que chercher. 24 matchs avec Benfica. Il Voilà. est arrivé cet été. Donc ça dit aussi que son expérience au plus haut niveau européen est encore assez limitée, malgré son début de saison magnifique avec le Benfica. Mais je crois que c'est l'heure tant redoutée, Glenn, si je ne dis pas de bêtises. Là, on a les pulsations cardiaques qui s'accélèrent un petit peu puisqu'on accueille Quentin Guichard, notre graphiste, pour le Merca Quiz. Salut messieurs, ravi de vous retrouver et avant toute chose, meilleurs vœux. Ouais, Oh, mais c'est moi, gentil. je suis pas sûr de vouloir te les souhaiter. En fait, Ah, tu sais ce que je te souhaite pour ton année, Quentin. C'est sympa. Non, parce que je l'ai vu arriver et je suis vraiment terrorisé à l'idée du Merca Quiz. beaucoup de peine. Je te souhaite en 2023 de connaître autant de moments de gêne Ouais, qu'on connaît chaque semaine quand on a le Merca Quiz. j'en ai partagé quelques-uns. Alors, c'est J'en ai très partagé gentil, quelques-uns. Cyril, de penser à moi comme Ouais. ça. Non, mais on y est tous passés. Oui, Ah, alors, ça me c'est touche. pas que toi, Glenn. On y Ça est me tous passés. touche beaucoup. Mais ça va bien se passer. Mais Oui. c'est vrai que ça fait longtemps que t'as Ça pas fait- goûté au Merca Quiz ciel. J'ai quitté l'été dernier Ouais. avec Julien, une victoire. Attends, t'as pas pour refait faire depuis Non, j'ai terminé le bilan Il était en positif. cure. 3 victoires Aïe, de aïe, défaite. aïe, aïe, aïe. Ouais. Et là, pour 2023, mon objectif, c'est d'être invaincu. Voilà, je vous le dis. Ok. Voilà. Bon. Ça arrivera Eh pas, ben, mais je vous le dis quand même. Ta quête commence aujourd'hui. On va Ma voir quête si tu commence commences bien aujourd'hui, l'année exactement. ou mal. Ou pas. Est-ce qu'en 2023, les règles sont les mêmes? Les règles sont les mêmes. Je vais égrener la carrière d'un joueur sans évidemment le mentionner. Et puis le premier de vous deux qui découvre l'identité du joueur remporte. Oh, ah oui, Glenn. On a C'est important de préciser que tu vas pas le mentionner. Ouais, oui. Non, mais c'est un joueur en activité. Non, surtout. mais tu Oui, fais. on va le rappeler. Voilà, je rappelle tout les Rappelons règles. aux gens que Neil Maupay est encore un joueur de football. Voilà, et Voilà. qu'on salue, qui nous écoute régulièrement. C'est Ce qui vrai, serait c'est sympa, vrai. c'est que tu mettes son nom En indice discrètement dans la discussion. Tu vois, quand Ah, tu fais le oui, truc. Et voilà, Mais de pour toute voir façon, si toi, ça tu passe t'arrêtes souvent au inaperçu. premier indice. Bah, Donc, de toute justement, manière, c'est bon. Est-ce qu'on a toujours la règle du penalty? La Pas règle. du tir au but, je sais pas comment on l'appelle. Non, c'est d'ailleurs. la règle Pereira-Morin. Ouais, Pereira, tout simplement. ouais, Eh ben, c'est dis ça. donc, je vois que tu Tu vois, il y a suis des gens- Cyril, il y a parce des qu'on gens qui ont répète des lois, tous alors, les- Ouais. Nous, on a une règle de Merca Quiz. La Ça règle- dit le niveau d'influence quand même. Pereira-Morin, c'est la proposition d'un nom de joueur avant même le tout premier indice. Messieurs, qui veut. Avec qui Glenn, veut- je te laisse la main. Ah non, non, vas-y, j'insiste. Moi, je vais proposer Benjamin Bourigeaud. Ah, Benjamin joli. Bourigeaud. Joli. Ah, là, tu vas Qui est trop un joueur loin. en activité. Ah bon? Ah oui, vraiment. Qui est en état de forme, en état de grâce, mais non. Qui a D'accord. sauvé les Bon, Rennais bah, après je la vais blessure de tenter. Terry. Kermit Erasmus. Alors, mais alors là, on est sur. Ouais. Si, On est si- sur une thématique Rennes, j'ai Ouais, l'impression. si les gens autres que les supporters rennais et Lensois, je crois qu'il a joué à Lens, non Erasmus, non Il est pas C'est allé à une Lens très bonne question. Eh ben, on le oui, demande à oui, nos totalement. auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire. Ce qui est sûr, Ouais, c'est que non, si- sur nos réseaux. Évitez pour ça quand même. Bon bah bref, c'est Selon un... Kermit, je crois qu'il joue en Afrique du Sud. D'accord. Je précise parce que tu disais toujours en activité comme quoi. Ouais. Mais Glenn, il a pas compris le jeu. Mais- En fait, il a mais fait la oui. carrière de Kermit Erasmus et il a 2 doigts de lancer un Merca Quiz là. Ouais, un Merca pas quiz. Voilà, exactement. Où il a Ou déjà non. la réponse. Ouais. Bon, Bon allez messieurs, c'est parti.
place au jeu, comme disait Julien Lepers. Super. Je suis le fils de Mathias et Lily. T'es sérieux? Mathias. Tu peux pas commencer comme ça. Mathias et Ok. Ouais, très bien. Allez, Est-ce qu'il est cancer? alors, Non, j'en ai Capricorne. aucune idée, mais je suis Oh, très non, mauvais non, sur les voilà. signes astrologiques. Si on n'a pas Aïe, les aïe, films, aïe, on aïe, peut aïe, pas- vraiment aïe, nul. aïe. Je cherche une Lily connue. du Mon coup. demi-frère, Il y a Lily Sar, Rose. est aussi footballeur. Ma langue, ça. Je grandis à Neukölln, un quartier populaire de Berlin. Je joue pour plusieurs clubs de ma ville. Voilà. Le VfB Sperber Neukölln, le SV Tasmanie Berlin Neukölln. On sent que t'es un peu en difficulté. Ah sur ouais, là l'allemand, je suis pas bien, là je suis sous l'eau là. Et le Neuköllner Sportfreunde. Voilà. T'aurais dû appeler Fabien. Ouais. Ouais. En 2007, je quitte l'équipe des jeunes du Hertha Zellendorf. Bien sûr. Je suis pas bien. Quelle idée. Je quitte donc le Hertha Zellendorf pour Ouais. le Borussia Dortmund. Ah, Ah, là, ça commence à se préciser. Au printemps 2011. Marco Reus. Au printemps 2011, je rejoins le VfB Stuttgart. Mario Götze. Mais en raison Je de suis tout mon seul à arrivée faire. tardive, 2011? ouais. En- 2011. Oui, en raison de 2011 les gars. hein. 2011. En raison de mon arrivée tardive à la mi-saison, je ne suis pas qualifié pour jouer. Je fais mes débuts en Bundesliga lors d'un match contre le Borussia Mönchengladbach en janvier 2012. En octobre 2012, je fais mes débuts en Ligue Europa contre les Norvégiens de Molde. Après le départ de Mazza au mercato d'hiver, je suis régulièrement utilisé au cours de la seconde moitié de la saison 2012-2013. J'évolue en championnat. Est-ce que c'est un latéral gauche? J'évolue en championnat quand Georges Matson- Niermeyer Alors attends, on va le tenter. Mais et Matson, Max, Serdar c'est pas ça. Tati sont suspendus ou blessés. Attends, t'es toujours à Wolfsburg là? Là, je suis toujours à Stuttgart. Stuttgart. ouais, Oh pardon. là Alors, Dortmund, voilà, comme prévu, c'était le premier indice. hein. Donc, Glenn, bien sûr, a un petit train de retard, mais vous en faites pas. Stuttgart. Stuttgart. J'inscris mon premier but Ah. en Bundesliga en septembre 2013 lors d'une victoire 6-2 à domicile face à Schmelzer. non? Offenheim Non, Ah bah, je suis perdu. moi. un arrière gauche. en août 2015. Ouais. Je fais l'objet d'un prêt payant d'un an de 4 millions d'euros à l'AS Roma, assorti d'une option d'achat levée en fin de saison de 9 millions d'euros. Membre de la liste des 23 joueurs allemands sélectionnés pour disputer l'Euro 2016, je suis victime d'une rupture du ligament croisé antérieur droit à quelques jours de la compétition, ce qui m'amène à déclarer forfait. Avec l'Allemagne, je remporte néanmoins la Coupe des Confédérations 2017 organisée en Russie. Après avoir terminé vice-champion d'Italie avec la Roma, je rejoins Chelsea en juillet 2017 pour un montant estimé à 35 millions d'euros. On est nul là. Sous les consignes du nouvel entraîneur londonien Maurizio Sarri, Attends, je réalise Non, un c'est bon pas début de saison. En octobre 2017, Il est allemand, tu l'as dit? j'inscris mon premier but en sélection lors des éliminatoires au Mondial 2018 face à l'Azerbaïdjan sur une passe décisive Ah, de Rudiger. Ah, je. Antonio Rudiger. Alors là, oui. C'était serré. Mais Ah, c'est terrible. et J'étais là, en tu train vois, de chercher. tu payes C'est ton fou. retard. Ah oui, bah Ah non, ouais, mais je parce que l'avais. formé à Dortmund. J'étais en train de chercher son Passé nom par au Dortmund. moment où. Donc il a. Ah, Ah, ouais, j'étais sur un arrière gauche depuis Ah le début, là mais là. en fait, t'aurais pu. Et en fait- Tu veux pas répondre quand on te Non, pose des je questions? ne cite pas Non. le poste. Putain. Eh oui. Voilà, ça vient plus tard. Et donc, Antonio Ah. Rudiger, Eh oui. Au moment où voilà, je cherchais au moment son où nom. il signe à Chelsea, eh oui, Pas de bol. qui- T'avais quoi ensuite? T'avais d'autres infos ou pas? Parce Oh. que donc on sait toujours pas son signe astrologique. Non. Non, tu Donc sais ses pas parents grand chose. s'appellent Lily et Alors, Lily Lily et Sammer. et Mathias Ok. Rudiger. Ah Ok. non. Et donc, il a un demi-frère, s'appelle Sar, Sar, qui ok. s'appelle pas Sar. Très bien. Et t'avais d'autres infos? J'avais d'autres infos croustillantes. Allez, je vous déballe ça Au rapidement. cours, hein, parce que Oui. bon, tout le monde s'en fout. En quand même, mais- 2018, il joue la Coupe du Monde. Élimination au Bien premier sûr. tour. T'avais Ensuite, le masque? j'ai pas le masque, mais Ah j'ai là le. là. Quand il écrase le Est-ce coup que de t'as la Benjamin petite- Pavard Ah, en est-ce Ligue que Europa. quand pas il mal. mord Est-ce que- Paul Pogba, tu l'as aussi? Bien sûr, j'ai Ah, quand il mord voilà, Paul là, on Pogba. l'aura trouvé. J'ai aussi danse. quand il fracasse Kevin De Bruyne en finale de la Ligue des Champions. Ah oui, hein, pas mal. avec fracture du nez, On aura- cassure ah oui. de l'orbite de l'œil gauche. D'ailleurs, ce bloc volontaire est qualifié par la presse internationale de glacial, cynique, voire criminel. Putain, c'est beau. Donc oui, il essaye de mordre Paul Pogba lors de l'Euro, etc. Il n'est pas prolongé à Chelsea, il signe au Real, il remporte la Super Coupe d'Europe. J'espère qu'on a trouvé avant quand même. Il marque son but. Ah oui, il marque donc le but face au Shakhtar, Bien où sûr. il se fracasse la figure. Bien sûr. Il y a beaucoup de points de suture, beaucoup Parce de Tu, fracas. tu dans- précisais que tu cours pareil que lui Oui. quand il fait Ouais. ses accélérations. C'est pour vrai que je défendre en- galope. Ouais. Ouais, Non, ouais, ouais. c'est pas vraiment du galop, c'est plutôt Moi, des sauts je de sais coq pas accélérés. si c'est- C'est assez gênant. Oui, chacun sa vision des jeux.
Et puis donc, il a disputé la Coupe du Monde au Qatar, le fiasco allemand, encore une fois, éliminé au premier tour. Antonio Rüdiger, bravo Cyril. Bah merci, je suis content de franchement, voir je démarre l'année. une victoire, voilà. De la meilleure des façons, Glenn, Bah, je suis Bah, toi content aussi, aussi. Glenn. on poursuit cas, sur cette lancée. Voilà, exactement. Alors j'étais à ça. Ouais, t'étais à ça. J'étais à ça. Mais ça résume assez bien ta carrière. j'ai Exactement. l'impression. C'est- Mais à est-ce ça. que tu serais pas le Saint-Étienne du Merca Quiz? Ah, écoute, on en parlera avec une certaine personne. On en parlera avec la personne concernée. Exactement. Eh ben merci beaucoup Quentin. Tu reviens quand tu veux, surtout pour annoncer des victoires parce que ça fait toujours Bien sûr, c'est compte plaisir. sur moi. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. Vous retrouvez vendredi le FC Stream Team avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Eurosport FC pour retrouver Exactement. tous nos podcasts football. Et vous le savez évidemment, pour retrouver les meilleurs moments de cette émission en vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.